Ce programme vous est offert par Illico Cash. Judith Suminwa-Tulu, qui est la première ministre de la République démocratique du Congo, a présenté devant les députés nationaux le programme d'action de son gouvernement. L'investiture de ce nouveau gouvernement intervient près de 6 mois après celle du président Félix Tshisekedi en janvier dernier pour un second mandat. Le monde célèbre ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Un accent particulier est mis sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde, plus en Afrique subsaharienne. Et détention illégale d'armes, le fils du président des États-Unis d'Amérique a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation lors de son procès dans le Delaware. Il encourt en théorie jusqu'à 25 ans de prison, mais une peine alternative peut aussi être décidée. Les faits datent de 2018. Merci de rester fidèle à Télé 50 et bienvenue dans ce journal. C'est à l'issue d'une longue plénière que le programme du gouvernement souminois a été approuvé par l'Assemblée nationale. Après moult débats et recommandations formulées par les élus, le gouvernement a été investi nuitamment, ce qui permet justement à l'équipe souminoise de se mettre au travail. C'est au bout d'une journée marathon commencée à 13h juste et finie à 2h du matin que la plénière a pu épuiser le débat sur le programme du gouvernement de la République. Après enrichissement apporté par les députés nationaux et les réponses de la première ministre, le programme du gouvernement a été entériné et la plénière, sous la conduite de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a procédé à l'investiture du gouvernement souminois en raison de 797 voix pour et 8 abstentions sur 405 votants. Cet acte donne enfin le quitus au nouveau gouvernement de la République d'entrer en fonction. Son discours, la chef du gouvernement, qui n'a oublié aucun secteur de la vie nationale, s'est voulue très rassurante et promet d'apporter des solutions concrètes aux problèmes qui guettent la société congolaise. Judith Suminwa a placé l'emploi au cœur de l'action de son gouvernement avec pour ambition de créer 6,4 millions d'emplois d'ici 2028. Et comme prévenu il y a quelques jours, la première ministre Judith Suminwa-Tulu qui a présenté hier mardi son discours programme devant les députés nationaux en plénière avant d'obtenir l'investiture de son équipe gouvernementale. Un programme ambitieux et qui couvre plusieurs axes prioritaires et le social des Congolais pour un budget de près de 93 milliards de dollars américains pour 5 ans en raison des 18 milliards par an. Mardi 11 juin 2024, la mobilisation était totale dans et autour du Palais du Peuple. Les députés nationaux et la population avaient rendez-vous avec la première ministre pour son grand oral avant l'investiture de son équipe gouvernementale. 13h à Kinshasa, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, respectueux de l'heure, ouvre la séance. Le quorum est largement atteint et il était temps de démarrer cet exercice capital pour la vie de toute la nation. Après avoir présenté ses ministres à la représentation nationale, Judith Suminwa-Tulu a pendant près de 2h30 étalé point par point avec des chiffres à l'appui l'essentiel du programme de son gouvernement pour les 5 ans à venir. 6 axes prioritaires calqués sur les 6 engagements pris par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de son investiture en janvier dernier, notamment la création d'emplois, la protection du pouvoir d'achat des ménages, la sécurisation de la population, la diversification de l'économie congolaise, l'accès pour les Congolais aux services sociaux de base et enfin le renforcement de l'efficacité des services publics. Le tout pour un budget de près de 277 000 milliards de francs congolais, soit 92,9 milliards de dollars pour 5 ans en raison de 18 milliards chaque année. Allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Le programme d'action de votre gouvernement tire principalement sa source de plusieurs documents nationaux de planification stratégique et du programme électoral du président de la République 2024-2028 intitulé
Allons-y, unité, sécurité, prospérité. Judith Suminwa Tuluka a rassuré les élus de sa disponibilité et celle de son gouvernement à travailler en étroite collaboration avec l'Assemblée nationale et le Sénat pour le suivi de toutes les actions qui seront initiées en faveur du peuple congolais. La première ministre a, avant de clôturer son discours, témoigné toute sa sympathie pour ces Congolais qui vivent dans la peur à cause notamment de la guerre imposée par des pays voisins dans l'est du pays. Les solutions à cette situation qui n'a fait que trop perdurer, seront parmi les priorités de son gouvernement. Les Congolais qui ont nourri la patience pendant presque 6 mois depuis les dernières élections se disent heureux que finalement les gouvernements soient mis en place et investis. Je suis très content de célébrer cette journée qui marque une étape très importante pour notre tribu, pour nous les Mangbetu, pour qu'un de nôtres soit maintenant membre du gouvernement et pour représenter notre peuple auprès, n'est-ce pas, des instances supérieures. Les premiers résultats du gouvernement souminois seront suivis de près par la population et ses élus. On en parle justement avec l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. Vous avez suivi, comme tous les Congolais d'ailleurs, l'investiture du gouvernement souminois. Qu'attendre exactement de ce gouvernement? Il y a beaucoup d'attentes sur Mme Souminowa quant à la réalisation de ce qu'elle appelle 6 piliers. Ce sont les 6 piliers en réalité de Félix Tshisekedi, candidat président de la République pour le second mandat. Mais il y a beaucoup de pesanteurs. Pourquoi? Parce que Mme Souminowa hérite d'une primature à beaucoup de dossiers. D'abord, beaucoup d'investissements ont été engagés avec des surfacturations. Ce sont des engagements qui engagent effectivement, excusez du terme, l'État congolais. La continuation ou la continuité du service public fera que ce que nous avons pris comme engagement doit être respecté. Et donc, les ressources à sa disposition seront attaquées assez rapidement. Vous vous rappelez bien que nous sommes déjà au mois de juin et que les mobilisations, notamment au niveau des régies financières, sont déjà entamées, ces mobilisations. Donc, 2024, c'est déjà oublié pour un certain nombre de projets. 2025 va être abordé avec beaucoup de dextérité parce que non seulement il y a des problèmes de sécurité, mais il y a des problèmes de pouvoir d'achat, problèmes d'inflation, tout est priorité pour elle. Et donc, au-delà de la technicité de ce qu'elle a présenté, il va y avoir beaucoup de problèmes qu'elle va affronter. Un, sur le plan des ressources humaines, son cabinet personnel sera inondé des envoyés spéciaux des partis politiques et des plateformes. Beaucoup de cabinets ministériels vont intégrer les gens qui ne sont pas du tout à même de faire le travail très rapidement. Et enfin, on va encore politiser les entreprises publiques. Et donc, quand vous politisez les entreprises publiques qui sont censées mobiliser les moyens pour donner à cette Premier ministre, si technocrate soit-elle, il va y avoir matière, il va y avoir beaucoup de problèmes qu'elle va rencontrer. Alors, comment faire avec les frustrés politiques, par exemple? Parce que là également, c'est un réel problème. Vous avez parlé des technocrates, oui, mais à côté de ça, il y a aussi le volet politique. Comment faire face à toutes ces La difficulté avec la RDC, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes intentions, mais qu'en réalité, ce qui se passe sur le terrain est autre. Vous savez qu'au niveau, par exemple, des services d'intelligence, la dernière ordonnance du chef de l'État a souffert de certaines perturbations qui ne peuvent pas encourager un travail effectif tout de suite. Le numéro 2, aujourd'hui, n'est pas en fonction d'être opérationnel parce qu'il n'y a pas eu un travail en amont d'analyse, etc. etc. Sur le plan militaire, il y a de priorités, par exemple, pour l'équipement et le renforcement de nos forces armées à l'Est. Sur le plan social, il faut travailler tout de suite sur le panier de la ménagère. Tout de suite, je dis bien. Le panier de la ménagère. Et enfin, la diplomatie. Est-ce que vous pensez qu'avec l'actuel ministre des Affaires étrangères, on va enclencher assez rapidement tous ces processus? Ça va être un peu compliqué. Donc, madame, elle est teintée des bonnes intentions. La presse va l'accompagner, ça c'est sûr. Mais si elle ne s'impose pas au niveau des plateformes politiques, si elle ne travaille pas avec, notamment, Alingueté pour dissuader
c'est qu'ils sont venus juste pour se servir, parce que beaucoup sont venus pour se faire un peu une bonne santé financière, et ne va pas réussir. Mais également, revenons quand même sur leur passé des prédécesseurs. Comment s'en sortir, par exemple? Mais écoutez, je pense qu'il faut qu'elle fasse un état des lieux très rapide. Autrement dit, on va recoller les morceaux. On va prendre ceux d'hier, on va ajouter un peu ceux d'aujourd'hui. C'est un peu son gouvernement qui est comme ça. Ensuite, on va faire plaisir aux états-majors. Et puis on va dire, bon, les conciliabiles ou les mots comprenants, c'est ça les termes à la congolaise, eh bien, on va fonctionner comme ça, c'est pas grave. Mais c'est qu'ils oublient tous. Le seul comptable, c'est Félix Tshisekedi, second et dernier mandat, qu'il aimerait bien laisser des traces, beaucoup de traces, sur lesquelles on va quand même parler du bien de Félix Tshisekedi. Rappelez-vous que tous les grands projets que nous avons engagés, beaucoup sont inachevés, beaucoup ont pompé beaucoup d'argent, et donc il faut qu'elle travaille avec dextérité à la manière de Matata Mponyo, et je pense que personne ne s'en sortir. Jean-Marie Kassamba, je vous dis merci. Merci à vous. Et puis l'investiture du gouvernement n'a pas laissé indifférents les élus nationaux. Ces derniers saluent la quintessence du discours de la Première ministre et disent l'attendre à l'œuvre. C'est de mettre fin à la guerre. Il faudrait que cette maman montre un esprit maternel, qu'elle ait pitié de toutes ces victimes de l'Est et qu'elle mette tous les moyens en jeu afin que cette guerre prenne fin et que tous nos déplacés puissent chacun regagner son territoire, que ce soit massif. Madame la Première ministre a fait très bonne impression par son discours et l'élégance qu'elle a eue à présenter son programme. Elle a donné les assurances d'une forme de certitude dans son propos. Et maintenant, comme vous le savez, les défis sont énormes et multisectoriels. Mais nous espérons fort bien que le focus doit être mis sur les infrastructures, principalement. Pendant un débat au cours duquel le programme du gouvernement sera conduit par une femme, et une femme qui a un profil. Et aussi le nombre de femmes qu'il y a dans ce gouvernement nous pousse à croire que les choses vont se passer différemment par rapport au passé. Le programme du gouvernement est très ambitieux et effectivement il fallait de l'ambition par rapport aux attentes de la population congolaise. Et parmi ces ambitions, c'est d'abord quand je prends l'axe de l'amélioration des conditions de vie de la population, j'ai demandé à Madame la Première ministre que cette fois-ci, il faut que la réalisation ou les réalisations soient partagées indistinctement des espaces géographiques. Le projet du gouvernement reprend pratiquement toutes les questions qui gênent les défis qu'a la République est prise en compte d'abord et on y porte des solutions ou le moyen de solutions. Mais maintenant, on attend le voir à l'œuvre. Un événement qui a aussi été maillé d'incidents, notamment aux différentes entrées du palais du peuple où des blessés graves ont été signalés suite aux bousculades. Se rendant sur place, le président de l'Assemblée nationale a précisé qu'aucun mort n'a été enregistré. Et ont été informés d'une fausse alerte parlant d'une bousculade mortelle à l'extérieur. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a quitté son bureau pour aller s'enquérir de la situation. Sur place, il a pris langue avec la police et a donné quelques instructions pour que tout se passe très bien. Je vous ai demandé d'ouvrir ici et que les députés étaient entrés là-bas. Je l'ai dit ici entre de l'autre. Mais comment se fait-il, on a déjà eu des grandes manifestations ici, il n'y a pas eu autant de bousculades. Ce qu'on a constaté à la fin, on n'a pas compris, parce que la pompe était vraiment ouverte. On essayait seulement de filtrer les gens. Mais à ma grande surprise, comme les gens qui étaient de l'autre côté n'ont pas réussi à essayer de contenir les... C'est-à-dire que tout le monde est pressé pour entrer. Alors, ils se sont est-ce que vous ne pouvez pas déployer vos gens sur dehors de telle sorte que les gens commencent à entrer? Ils ne sont pas commencés seulement à 13h. Je sais que l'événement attire beaucoup d'engouement. Alors je vous exhorte vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame. Contrairement aux rumeurs, il n'y a pas eu des morts,
mais plutôt 5 blessés, dont une policière, et qui ont tous été acheminés à l'hôpital. La salle de plénière ayant été pleine à craquer, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a autorisé qu'on laisse entrer la population dans la cour du Palais du Peuple, suivant l'ordre établi par le service de sécurité. Et les cadres et militants du regroupement politique Action pour l'unité nationale présents à la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Tsuluka remercient les élus nationaux pour l'investiture du gouvernement. L'AUN est fière de voir l'un des leurs, le professeur Daniel Mokoko Samba, à la tête du ministère de l'économie nationale. Pour l'AUN, le gouvernement souminois n'est pas un gouvernement de théorie, mais c'est un gouvernement qui va travailler pour relever les multiples défis. D'ailleurs, quand vous lisez même nos caniveaux, l'AIN est en train de soutenir les programmes et l'investiture de ces gouvernements. Parce que nous sommes fiers de ces gouvernements exécutifs qui doivent désormais s'investir pour répondre aux aspirations du peuple congolais. L'AIN est en train de remercier les chefs pour le choix et la nomination, n'est-ce pas, de l'un de l'autre. Et c'est une fierté. Donc l'AIN est fier de présenter, n'est-ce pas, au service du peuple congolais un fils digne qui a la matière grise et il a été placé dans son domaine, le domaine de l'économie. Donc nous sommes en train de souhaiter les très bonnes choses parce que nous croyons à une grande réussite. Le professeur Mokoko a fait preuve de ses compétences il y a de cela quelques années. Et nous sommes sans ignorer que le professeur a été parmi les grands économistes qui ont remonté à son époque lorsqu'il avait la gestion de la chose publique au niveau du budget, si je ne me trompe. Le niveau a été relevé et le peuple congolais est et restera reconnaissant envers le professeur compte tenu des actes qu'il a posés à cette époque-là. Et le chef de l'État lui a fait une nouvelle fois confiance pour qu'il remonte l'économie du pays, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à des sérieux problèmes, nous le savons, ça on ne peut pas l'ignorer. Mais comme nous disons, nous soutenons à 100% le professeur pour sa technicité et sa compétence, parce que c'est l'homme capable à la place qu'il faut pour relever l'économie. Nous sommes sereins, nous attendons les résultats et j'espère que nous allons nous revoir et que vous allez nous remercier et remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour avoir fait ces choix qui va apporter plus à la nation congolaise. Écho de la ville de Kinshasa, le gouverneur sortant Jean-Tini Ngobila a effectué hier mardi le lancement de la première phase du projet Plaza 1, un projet qui fait partie du plan de développement urbain plus large mené par l'administration locale de Kinshasa sous la gouvernance de Ngobila. Nous sommes au quartier Kaouka dans la commune des Kalamou. C'est le gouverneur sortant de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, qui a procédé à ce lancement de la première phase du projet Plaza 1 sur l'avenue de l'université à Kaouka, dénommé Parc de la Funa. Ce projet Plaza 1 fait partie du plan de développement urbain plus large mené par l'administration locale de Kinshasa sous la gouvernance du gouverneur Ngobila. Il s'agit d'un projet immobilier visant à construire de nouveaux espaces commerciaux et résidentiels dans ces quartiers de la capitale. Ils vont pouvoir développer leur kata, faire un peu de kumikata. Et là, c'est un plaisir pour nous qui sommes d'abord parents. Ensuite, un grand plaisir pour nous, en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, voir que les Kinois peuvent se déplacer, peuvent se mouvoir dans leur propre ville pour se délasser, pour prendre du temps, des répits, et ça fait plaisir. C'est ce qui me manquait à Kinshasa. Donc nous sommes en train de retrouver notre grand potentiel en tant que ville créative, en tant que destination des destinations touristiques des choix. Voilà. Notre projet pour l'embellissement des espaces visait toutes les communes.
Le lancement de cette première phase marque une étape importante dans la réalisation de ces projets d'aménagement urbain nommés PARC. Cela s'inscrit dans les efforts de modernisation et de renouvellement des infrastructures entrepris par les autorités de la ville de Kinshasa ces dernières années. Je le disais en titre, célébration ce 12 juin de la journée mondiale contre le travail des enfants. L'objectif est d'accélérer, plutôt d'alerter sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde, minoritaires en Europe et en Amérique du Nord. Il reste particulièrement répandu en Afrique subsaharienne où près d'un quart d'enfants travaillent, soit plus de 23%. Alors qu'il nécessite de baisser depuis les années 2000, le nombre d'enfants âgés de 5 à 17 ans forcés de travailler s'est remis à augmenter entre 2016 et 2020 selon un rapport de l'Organisation internationale du travail et de l'UNICEF, l'agence onusienne en charge du bien-être des enfants. Dans les artères de la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo, l'on aperçoit des centaines de mineurs qui travaillent chaque jour en vue de subvenir à certains besoins de leurs différentes familles respectives dans l'espoir d'une meilleure vie. Par ailleurs, au sein de certaines familles en République démocratique du Congo, il arrive souvent que les enfants soient initiés à l'école ou par leurs parents à certaines tâches nécessaires à leur vie future. De leur plus jeune âge, on leur apprend à développer leur sens de la créativité, le goût du travail ou un certain sens des responsabilités. Ce qui est interdit, c'est quand ce travail est trop lourd pour l'enfant. Tous les enfants de 5 à 17 ans doivent être protégés de tâches qui pourraient leur faire courir un risque, nuire à leur santé ou à leur développement physique ou moral, ou encore compromettre leur éducation. D'après les multiples indicateurs, clusters, surveys, de nombreuses pires formes de travaux ont été identifiées en 2010, notamment les enfants locomoteurs, de personnes handicapées, guides des aveugles, enfants poussés à la mendicité par les parents, enfants utilisés comme appât pour la mendicité, enfants musiciens et danseurs dans les grandes villes, enfants dits sorciers soumis à des travaux d'expiation, enfants employés dans les activités liées au sexe, enfants casseurs de pierres, enfants chargeurs des taxis et taxibus, enfants cireurs et souliers, et enfin enfants meuniers. Au ministère de la Santé, le programme national de nutrition a procédé mardi à une matinée de restitution des résultats de l'enquête nationale de nutrition. La mise à disposition des intrants de nutrition dans les zones de santé a été préconisée mardi à Kinshasa pour faire face à la malnutrition en République démocratique du Congo. La proposition concrète consiste à mettre à disposition dans les zones de santé des intrants de nutrition pour agir vite là où il y a des enfants malnutris en République démocratique du Congo. Le docteur Bruno Bidamba, directeur du programme national de nutrition, a également insisté sur la prise en charge, la prévention et la surveillance des cas de malnutrition, faisant savoir que la RDC n'a jamais eu une enquête d'envergure nationale depuis son existence. Selon lui, cette enquête, réalisée depuis l'année passée grâce à l'appui du gouvernement et ses partenaires, était une question de voir quels sont les indicateurs de nutrition dans le pays. Cette enquête qui avait pour objectif principal celle d'évaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois et des femmes âgées de 15 à 49 ans et ensuite estimer la mortalité rétrospective dans la population générale. Concernant la malnutrition chronique, aussi appelée retard de croissance, le docteur Dindamba a laissé entendre que les indicateurs se sont détériorés. Nous sommes passés de 42,7% par rapport à l'enquête mixte 2018 à 47,9% cette année. Donc, un enfant sur deux souffre de retard de croissance. À l'heure actuelle, il est prévu un plan de réponse chiffré à près d'1,5 milliard de dollars américains pour venir à bout de la malnutrition dans le pays. Du côté gouvernement, le secrétaire général de la santé également, présent à ce rendez-vous, a affirmé qu'il faudrait profiter de la volonté politique affichée actuellement pour venir à bout du tableau sombre observé. C'est le chef de l'État, à travers son bras technique, le conseil principal, collège de santé bien-être, organiser un grand forum aussi sur la nutrition. Les résultats de cette enquête nationale sur la nutrition ont prouvé que la situation des enfants et des femmes en République démocratique du Congo est très préoccupante. Ils interpellent le gouvernement et les partenaires à l'action.
Et au sort de l'aboutissement heureux de la deuxième phase de prorogation du projet intégré de croissance agricole dans la région des Grands Lacs, Picagel a été sanctionné par un face-à-face avec les chevaliers de la plume et du micro. Le chargé de communication de ce vaste programme du gouvernement congolais, Bob Kataï, est revenu sur les prouesses réalisées dans la zone d'intervention. Au total, 146 117 petits ruminants et 141 161 bovins ont été vaccinés, des chiffres qui ne reflètent pas l'objectif visé à cause des défis sur terrain liés à l'accessibilité, l'insécurité dans certains coins, mais aussi le fait que certains éleveurs sont en transhumance à la recherche de pâturage. Bob Kataï, chargé de communication du projet Picagel, affirme néanmoins que la vaccination se poursuivra jusqu'à la 5e phase afin d'assainir complètement la zone contre les maladies qui menacent le bétail. À l'arrivée du projet en 2019, les tableaux affichaient 10% des taux de mortalité. Aujourd'hui, en 2024, on signale une baisse jusqu'à 2% seulement de mortalité grâce à tout ce que le Picagel a apporté. Globalement, les résultats du projet sont satisfaisants, à en croire des indicateurs faisant état aujourd'hui de la production de 25 tonnes de manioc par hectare contre les prévisions de 14 tonnes, largement supérieures aux 4 tonnes avant l'avènement du projet, soit 108 000 ménages atteints, dont plus de 64 000 dans la seule province du Sud Kivu. Le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel a également introduit 6 nouvelles variétés à haut rendement supportant les maladies qui ravagent les maniocs, aujourd'hui acceptées au catalogue des semences au niveau national. À cela s'ajoute l'introduction de nouvelles techniques et semences améliorées du riz positivement gratifié, aujourd'hui par les riz labellisés Nyange Nyange, produits et commercialisés par des coopératives appuyées par le projet Picagel. Dans ce secteur-là, Picagel s'est lancé avec 2 approches, des aménagements communautaires où les riziculteurs eux-mêmes, appuyés par les projets, s'organisent pour tracer des canalisations et amener l'eau dans les périmètres pour permettre à ce que les gens travaillent toute l'année durant. 280 entreprises de jeunes ont été accompagnées pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans le secteur agricole ainsi que la création de 4 000 emplois pour les travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles. On devrait avoir 244 km au sud Kivu à réhabiliter par la méthode IMO et 25 km par la méthode semi-mécanisée. Tout ce travail a été fait. Le bénéficiaire de ce vaste projet du gouvernement reste optimiste quant à une énième prorogation du programme pour finaliser toutes les activités prévues et renforcer la pérennisation des acquis dans différentes filières. Cette conférence de presse a été sanctionnée par un jeu de questions-réponses entre les chargés de communication du projet Picagel, Bob Kataï, d'une part, et d'autre part, des journalistes, le Conseil provincial de la jeunesse et des délégués de la société civile, ainsi que des mouvements citoyens. Et puis enfin, aux États-Unis d'Amérique, Hunter Biden, le fils du président américain, a été enfin reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu par les 12 jurés qui ont animé les débats pendant 2 semaines en présence de la première dame et de la belle-mère de l'accusé. Ce dernier était accusé, permettait d'avoir menti sur sa consommation de drogue lorsqu'il avait acheté en 2018 un revolver dans une armurerie. Sur les images qui font le tour du monde, on voit sortir du tribunal Hunter Biden, fils de l'actuel président américain Joe Biden, main dans la main avec son épouse Melissa et sa mère, Jill Biden. Malgré son sourire froid et l'air plutôt tranquille de son épouse, le fils cadet du président Joe Biden, Hunter Biden, a été reconnu coupable de possession illégale d'une arme à feu, une infraction pouvant entraîner jusqu'à 25 ans de prison. Cette condamnation marque une première pour un enfant de président en exercice. Le jugement est tombé à l'encontre de l'affirmation de la défense selon laquelle Hunter Biden n'était plus toxicomane au moment de l'achat de l'arme en 2018 et que cette dernière n'avait jamais été chargée ou utilisée pendant les 11 jours où il la possédait. Le président Joe Biden, modifiant ainsi son emploi du temps, s'est rendu à Wilmington, Delaware, où s'est déroulé le procès pour soutenir son fils. À 5 mois des élections présidentielles, Joe Biden tente de dissocier cette affaire personnelle de la politique,
tout en soulignant la gravité de condamnation de Donald Trump, ancien président, par rapport à celle de son fils, qui n'a pas de mandat politique. Nous devons souligner que Hunter Biden est depuis longtemps une cible de la droite populiste. Il est accusé d'avoir profité de la renommée de son père pour des affaires lucratives en Chine et en Ukraine, ce qui a conduit à la première procédure de destitution contre Donald Trump en 2019. Et cette page noire, c'est le décès ce mercredi 12 juin en Turquie de Blanche Kandolo Tounassi, épouse du célèbre pasteur congolais Marcelo Tounassi, dirigeant de l'église La Compassion. D'après plusieurs sources, cette mort est survenue de suite d'une crise cardiaque et nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Venons-en au rappel des principaux titres. Judith Suminwa Tuluka, la première ministre de la République démocratique du Congo, a présenté devant les députés nationaux le programme d'action de son gouvernement. L'investiture de ce nouveau gouvernement intervient près de 6 mois après celle du président Félix Tshisekedi en janvier dernier pour un second mandat. Le monde célèbre ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Un accent particulier est mis sur un phénomène qui touche 160 millions d'enfants dans le monde, plus en Afrique subsaharienne. Détention illégale d'armes, le fils du président américain Hunter Biden a été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation lors de son procès dans le Delaware. Il encourt en théorie jusqu'à 25 ans de prison, mais une peine alternative peut aussi être décidée. Les faits datent de 2018. Restez avec nous pour la revue de presse. Les titres de ce mercredi dans une sélection et présentation de Christian Kalonji, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Boutella, bonjour à tous ceux qui nous regardent partout dans le monde grâce à Télé 50. C'est vrai qu'on a eu du mal à dormir, à suivre l'investiture du gouvernement. Effectivement, d'ailleurs j'étais sur place. Très tôt dans la matinée. Enfin, l'investiture du gouvernement souminois qui a eu lieu très tard, donc entre mardi et mercredi. Un gouvernement qui a pris beaucoup de temps pour être publié, vous le savez, suite aux tractations. Et enfin, il a été donc investi par l'Assemblée nationale hier, tard dans la nuit. Comme je l'ai dit, nous étions sur place. Judith Suminwa et son gouvernement, Arlette, ont donc été investis cette nuit après une session marathon au Palais du Peuple, rapporte Actualité.cd. Comme vous pouvez le voir depuis la maison, la première ministre a présenté son équipe et son programme d'action devant des parlementaires. Après son discours, elle a donc répondu aux questions des députés. La session s'est terminée à 2h du matin, heure de Kinshasa, Arlette. Parmi les 405 députés présents, 397 ont voté en faveur de l'investiture. D'après 7sur7.cd qui revient sur le même sujet, Judith Suminwa a annoncé que la programmation d'action de son gouvernement prévoit plusieurs actions durant les quinquennats 2024-2028 visant notamment à améliorer la justice congolaise de manière générale, particulièrement à faciliter et également, bien évidemment, l'accès à la justice et à toutes les catégories sociales. Arlette, à en croire Mediacongo.net, qui en fait également un sujet prioritaire aujourd'hui. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a souhaité que les actions à réaliser dans le programme du gouvernement souminois répondent aux besoins réels de la population. Vital Kamerhe a également invité la première ministre à veiller à ce que le coût de réalisation de ce programme soit donc réaliste. Et à l'international, le vice-président du Malawi périt dans un terrible crash d'avion. Un sujet qui continue de défrayer la chronique et qui fait d'ailleurs la une de tous les médias à travers le monde. Arlette, selon TV5 Monde, le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, a trouvé la mort dans un accident d'avion, a annoncé mardi le président de ce pays d'Afrique australe, peu après la découverte de l'épave de l'appareil disparu la veille. L'avion militaire avec 10 personnes à bord avait disparu de radar lundi après avoir échoué à atterrir en raison d'une mauvaise visibilité. Arlette, des photos montrant des débris portant le numéro d'enregistrement de l'appareil ont fait le tour des réseaux sociaux. Jeune Afrique nous apprend que cet avion contenait en son sein l'ex-première dame du pays, Chanil Mzibriri. D'après ce journal, l'actuel président
a indiqué avoir contacté le gouvernement de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Norvège et Israël, qui ont tous offert leur aide à différents titres, incluant la mise à disposition des technologies spécialisées qui ont permis justement de retrouver rapidement l'avion. C'était l'essentiel de votre revue de presse, mais je vais vous garder pour prendre cette page noire dans ce journal. Dès ce mercredi 12 juin en Turquie, de Blanche Kandolo Tounassi, épouse du célèbre pasteur congolais Marcelo Tounassi, dirigeant de l'église La Compassion. D'après plusieurs sources, cette mort est survenue de suite d'une crise cardiaque et nous y reviendrons avec un peu plus de détails dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Grand merci à vous, Christian Calongier. Merci à vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.